Mais d'abord, un duplex depuis Tel Aviv. Oui, on est donc 4 jours après l'attaque du Hamas et la situation reste évidemment tendue en Israël. De nouveaux tirs de roquettes ont eu lieu encore aujourd'hui dans le sud d'Israël. Et c'est dans ce contexte donc très particulier que le pays commence à enterrer ses morts. On va retrouver Ronald Guintrange. Vous êtes à Tel Aviv pour BFM TV. Des cérémonies ont donc eu lieu aujourd'hui, Ronald ? Oui, Julie, bonsoir à vous, bonsoir à Laurent, bienvenue ce soir à Tel Aviv. Effectivement, des cérémonies, et ce n'est que le début, parce que la personne qui nous a accueillis à Clément Grodenier dans ce cimetière de Kiryat Shaoul, qui est au nord de Tel Aviv, nous a dit en fait, on va enterrer non-stop. On va enterrer non-stop, ce n'est que le début. Et en fait, c'est un peu ce qui s'est passé. Nous sommes arrivés, on avait une information comme quoi les premières cérémonies l'après-midi étaient vers 14h30, 15h. Nous sommes arrivés d'abord surpris par une énorme file de voitures. Et nous n'avions pas encore totalement localisé le cimetière. Donc on s'est dit, mais que se passe-t-il? Et en fait, au fur et à mesure que nous avancions, on se rendait compte qu'on se rapprochait de l'entrée du cimetière. Et en fait, c'était ça. C'était 500, 600 mètres de fil ininterrompu de voitures, de gens qui allaient descendre de leur voiture et qui allaient marcher vers l'entrée du cimetière. Nous sommes à ce moment-là rentrés. Et là, évidemment, on a tous vécu dans nos vies professionnelles ou personnelles des enterrements. Mais l'émotion est forcément particulière parce qu'on a enterré cet après-midi 2 jeunes. Un jeune soldat israélien, c'était à 15h. Et puis au moment où nous allions partir, une jeune soldate israélienne. Alors on ignore leurs âges. On n'a pas voulu nous donner leurs prénoms et leurs âges. Mais ils étaient visiblement très jeunes parce que leurs compagnons d'armes qui étaient là eh bien, étaient également très jeunes, 20, 22 ans. L'émotion très forte, des civils, des militaires plus âgés et donc leurs compagnons d'armes, et puis les familles évidemment ébranlées. Alors le reste, on connaît évidemment des embrassades, des messages forts, mais ce qui est surtout frappant, c'est quand on regarde ce bilan de 1200 morts, on se dit que ces scènes-là, dans un pays qui est habitué à des violences, qui est habitué à des pertes militaires et civiles, on va rentrer dans une longue séquence d'hommages et une longue litanie de cérémonies funéraires, et ça, forcément, je peux vous le dire, ça va marquer profondément les Israéliens et le pays. Et là, c'est évidemment, le bilan peut s'alourdir encore de jour en jour, on imagine. Vous nous entendez ? Évidemment, évidemment. Et ça, on ne le sait pas véritablement. Mais ce qui est impressionnant, évidemment, c'est le scénario du pire. Et ce que me disait Julien Baloul, qui est l'ancien porte-parole de Tsahal, l'armée israélienne, c'est qu'il y a cette espèce de routine de guerre. C'est-à-dire que pour la première fois depuis que nous sommes arrivés ici, c'était lundi, nous sommes mercredi, pour la première fois, Tel Aviv recommence un petit peu, et je prends vraiment les précautions usuelles, recommence à vivre. La plage qui est ici, qui est une immense plage, une immense baie qui fait plusieurs kilomètres de long, pour la première fois, j'ai vu des gens qui jouaient au football au volley football sur la plage. Alors il y en a pas 200, 300, 400 comme d'habitude, il y en avait 10. Mais ça veut bien dire que dans l'esprit des habitants de Tel Aviv, il faut à tout prix recommencer à vivre. Et dans le même temps, donc ça c'est ce qui se passe ici, et puis à l'intérieur de la ville, on va aller ce soir, on va passer la soirée pour vous, Laurent et Julie, on va rentrer de nouveau dans Tel Aviv, dans les endroits qui sont habituellement les endroits de rassemblement où on fait la fête, où on mange, où on dîne. On va aller voir quelle est l'atmosphère là-bas. Mais ce qui nous a frappé encore aujourd'hui, c'était qu'il y a de nombreux coins de rue. On a fait un petit direct cet après-midi pour le raconter. Eh bien, il y a des endroits où les gens viennent d'apporter des affaires pour les enfants, des couvertures, des jouets. On a vu quelqu'un ramener une cuisson, des plaques pour cuire de la nourriture, parce que tous les habitants des kibboutz qui ont été expulsés violemment, évidemment, lors de l'opération samedi, ben, il faut les reloger, il faut les nourrir. Merci Ronald Guintrange, on vous retrouvera peut-être, en tout cas c'est sûr après 21h, mais peut-être même d'ici là sur l'antenne de BFM TV. Je voudrais présenter nos 2 invités ce soir. J'ai déjà signalé la présence de Madame Danielle Simonet, députée France Insoumise, députée de Paris. À vos côtés, Madame Simonet, Mathieu Slama, que vous connaissez peut-être, intellectuel, écrivain, journaliste, qui a publié Adieu les libertés, c'était à l'époque du confinement, mais il est aussi question de liberté au fond en ce moment, et vous allez réagir. On suit évidemment vos tweets régulièrement sur la plateforme X, plateforme de réseaux sociaux. C'est d'ailleurs aussi un sujet qu'on abordera ce soir avant 21h. Évidemment, cette guerre, parce qu'on peut aussi parler de guerre maintenant, cette guerre à travers les réseaux sociaux, une guerre de communication. Mais d'abord, vous, Madame Simonet, parce que vous avez vu ce sondage qui est tombé aujourd'hui, sondage Elabe, 59% des Français estiment que Monsieur Mélenchon et le parti, votre parti, n'a pas été assez clair à propos du Hamas et on va dire des actes terroristes du Hamas plus précisément.
Alors moi j'ai pas de problème à dire que les actes commis sont des actes terroristes et par ailleurs le Hamas est une organisation fanatique, islamiste, obscurantiste et qui voilà dans son projet a la fin de l'État d'Israël et en aucun cas le Hamas sert les intérêts des Palestiniens. Et il y a une condamnation unanime de tous les insoumis du Hamas. Après, je sais qu'il y a un débat, mais moi je ne vais pas rentrer dans le débat sémantique. Beaucoup d'intellectuels. La condamnation, pardonnez-moi, elle n'était pas évidente. C'est ce qu'on reproche à la France insoumise, justement, pas de condamnation dans le communiqué initial. Condamnation, voilà, la condamnation de tout le monde, voilà, des massacres terribles. Et vraiment, je souhaite transmettre toute ma compassion avec l'ensemble des Israéliens, Israéliennes et des Palestiniens. Je veux dire, le nombre de morts est terrifiant et on sait que c'est pas fini, que les exactions commises sont effroyables. Et maintenant, il faut se poser la question. On vous suit très bien là-dessus qu'aujourd'hui, effectivement, on va avoir cette compassion aussi bien pour les Israéliens que les Palestiniens qui vont être victimes d'une guerre maintenant. Mais dans un premier temps, c'est ça qu'on reproche. Pardon, essayons d'être clairs. Dans un premier temps, ce qu'on a reproché à Jean-Luc Mélenchon, à M. Bompard et à vos amis, ce qu'on leur a reproché, c'est justement de parler d'abord de ce qui s'était passé en Israël, de condamner les actes terroristes du Hamas. Et c'est là-dessus que M. Mélenchon, Mme Panot et les autres, particulièrement Mme Panot, n'ont pas été suffisamment clairs. Vous le savez bien. Alors moi, je vais vous dire une chose. D'ailleurs, François Ruffin, tout de suite, s'en est démarqué. Vous aussi, un peu à votre façon. Écoutez, il faut condamner sans état d'âme, Enfin, il n'y a rien qui justifie, et je pense que toute la France insoumise, vraiment, est d'accord pour dire la fin ne justifie pas les moyens. Et l'attaque du Hamas est inacceptable, intolérable. Et d'ailleurs, c'est des crimes de guerre qu'il faudra poursuivre dans la Cour internationale de justice. On va entendre la réaction de Jean-Luc Mélenchon dans un instant, mais d'abord quand même, j'ai vu monsieur Slama réagir à vos propos. On vous redonne la parole tout de suite, Madame Simonet. Mathieu Slama. Oui, moi j'aurais des mots un peu plus forts, mais je suis content d'entendre quand même qu'il y a une divergence d'opinion, mais pour moi, il y a une forme d'indécence dans la réaction de certains porte-parole de LFI, d'abord dans ce premier communiqué qui a été publié et qui ne condamnait pas ouvertement, fermement les attaques terroristes du Hamas, et le mot terroriste n'était même pas présent dans ce communiqué, donc déjà ce premier communiqué posait problème, et ensuite le choix absolument incompréhensible pour moi de refuser de nommer le Hamas comme groupe terroriste. Et ça a été refusé par notamment Manuel Bompard et Mathilde Panot. Et par Jean-Luc Mélenchon, permettez-moi, on l'écoute à nouveau ce soir, le leader de la France Insoumise, qui persiste et signe. Il explique que ce n'est pas un groupe terroriste, ce n'est pas un mouvement terroriste, et il poursuit sur cette logique. On l'écoute. On dit, vous n'avez pas condamné. Bien sûr que si. Bien sûr que si, que nous avons condamné. Aucun crime ne trouvera jamais grâce à nos yeux. Alors on me dit, ah mais vous ne dites pas que c'est une attaque terroriste. Et vous vous demandez pourquoi depuis 2 jours, nous refusons de le faire. Et j'ai vu de pauvres diables qui tout à l'heure essayaient de m'enfoncer leur micro dans la bouche. Si j'avais à gouverner la France, je n'utiliserais pas ce vocabulaire. Pourquoi ? Et à cet instant, je me comporte comme quelqu'un qui pense qu'il doit gouverner son pays. Pourquoi? Pourquoi? Demandez-vous pourquoi, bande de phraseurs, d'occupants de plateau à perte de vue, de commentateurs de votre nombril. Pourquoi? Parce que si nous acceptions de caractériser comme terroriste une action de guerre, nous la soustrayons au droit international. Le droit international ne prévoit aucune dénomination de caractère terroriste. Les 2 seules organisations qui ont été montrées par l'ONU comme organisations terroristes sont Al-Qaïda et Daesh. Point final. Si nous voulons que ce que nous appelons des crimes de guerre soient poursuivis et jugés, il faut les appeler par le nom qui permet de le faire.
L'explication vous convient, Mathieu Slama? Non, je trouve que là, dans ces propos, la dérive est claire et totale. Premièrement, je rappelle que l'Union européenne reconnaît le Hamas comme organisation terroriste. Monsieur Mélenchon parle de l'ONU. L'ONU, en tout cas, il y a un certain nombre d'organisations, au premier rang desquelles l'Union européenne, qui reconnaît le Hamas comme organisation terroriste. Ensuite, rien n'empêche de dire c'est une organisation terroriste qui commet des crimes de guerre. Je veux dire, cet argument ne tient pas la route. Et surtout, moi, je veux vraiment mettre l'accent sur l'aspect moral de tout ça. Je veux dire, on parle quand même d'une organisation qui, dans sa charte d'origine, veut la destruction d'Israël et appelle à la persécution des Juifs. On parle d'une organisation là qui a mené, notamment dans le kibbutz de Kfar Aza, le massacre de ses habitants et des enfants de ses habitants. On parle d'une organisation qui a des otages, notamment des familles, des enfants. Plus de 150 otages en ce moment détenus par le Hamas. Absolument, et qui menacent de les exécuter, on parle d'une organisation qui a commis un acte qui est comparable à celui du Bataclan lors de cette rave party à quelques kilomètres de Gaza. Donc ça, si vous voulez, c'est une organisation terroriste qui commet des actes terroristes, et le fait de ne pas nommer le Hamas comme organisation terroriste, je suis désolé, mais ça relativise la dangerosité et la gravité de cette organisation, et les meurtres, les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité que cette organisation commet et a commis ces derniers jours. Daniel Simonet, vous allez pouvoir répondre, mais juste, on donne la parole un instant quand même à notre équipe, et comme ça vous pourrez répondre, j'imagine, totalement aux uns et aux autres. Blanche Léridon, pour commencer. Oui, merci. Évidemment, je rejoins tout ce que vous avez dit, Mathieu Slama, sur le niveau d'indécence qui a été atteint dans les propos à la fois de Mme Panot, de M. Bompard et de M. Mélenchon. Moi, ce que je trouve très préoccupant aussi depuis 24 heures, c'est qu'on est en train de tirer ce débat, enfin ce sujet qui est un drame absolument inqualifiable, à hauteur de conflits politico-politiciens français. Et ça, je trouve qu'en termes d'indécence, c'est aussi absolument désespérant. Et aujourd'hui, si on doit remettre le sujet au niveau national, on doit se dire comment est-ce qu'on fait en sorte d'éviter ce qui s'est passé par exemple en 2012 après les attentats de Mohamed Merah en France, où vous avez une augmentation des actes antisémites de 58% par rapport à 2011. C'est ça qui doit nous préoccuper au niveau national aujourd'hui. Il y a déjà une cinquantaine d'actes antisémites recensés depuis ce week-end, selon les chiffres de Gérald Darmanin. Voilà sur quoi on doit débattre, et effectivement pas commenter à outrance en fait ces propos qui pour moi sont d'une telle indécence qu'il faut, bien sûr il faut en parler, mais c'est de ces sujets-là dont il faut se saisir au niveau national aujourd'hui. Louis Morin et puis après Pablo. Blanche Léridon a évidemment complètement raison dans cette analyse, mais le problème c'est que justement mal nommer les choses et vouloir en l'occurrence les minimiser apporte aussi du crédit à toutes les réactions qu'on peut avoir, les réactions antisémites en l'occurrence. Il y a une ambiguïté. Il faut le dire, il y a une ambiguïté depuis très longtemps chez LFI sur les sujets relatifs à Israël. Il y a une ambiguïté avec le Hamas. Il y a eu des propos, et d'ailleurs Daniel Simonet, vous le savez, parce que vous avez été soutenu pendant la campagne législative en 2022 par Jérémy Corbyn, qui lui-même avait dit par le passé qu'il était ami avec le Hamas et le Hezbollah. Il y a une ambiguïté dans tous ces réseaux-là qui pose problème aujourd'hui. Il y a un manque de dénonciation. Et évidemment, le mobile qu'on entend, l'excuse de Jean-Luc Mélenchon, c'est évidemment pas le vocabulaire que va utiliser Jean-Luc Mélenchon qui permettra par la suite au Hamas de s'absoudre de ces crimes de guerre. En aucun cas. Donc il faut arrêter d'utiliser des mobiles, il faut arrêter d'utiliser des excuses, et il faut reconnaître les choses telles qu'elles sont. Au bout d'un moment, on a besoin d'entendre clairement les choses et qu'il y ait une unanimité de l'ensemble de la classe politique sur ces questions, parce que c'est trop grave. Pablo Pio-Vivien, et on laisse répondre Daniel Simonet, bien sûr. Moi, je pense que tout le procès qui est fait par Louis Morin à la France Insoumise, je pense qu'il est pas juste du tout. Mais d'abord sur ce qu'a dit Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon, il n'est pas représentant de la France aux Nations Unies en fait. Et là, il pense qu'il va déposer un dossier et qu'il faut qu'il dise crime de guerre et pas terrorisme. Or, Jean-Luc Mélenchon, il est là pour faire de la politique. Et quand on fait de la politique, il faut nommer les choses telles que tout le monde les a vues, les images, on les a tous vues. Et oui, c'est du terrorisme. C'est exactement ce que je viens de dire. Non, mais sur le reste, je pense qu'il y a aujourd'hui, il y a un conflit à gauche sur les voies et moyens en fait d'aider la résistance palestinienne. Mais c'est un vrai sujet. Enfin, moi, je dis tout à fait, le Hamas est une organisation terroriste. Il n'y a pas de problème. Mais je sais que j'ai des camarades. Je fais ça, mais ils sont pas à ma droite. Mais je sais que j'ai des camarades. Ils sont plutôt à votre gauche. Ils sont plutôt à ma gauche. Je sais pas où ils sont exactement, mais qui considèrent que oui, il peut être légitime. J'ai reçu des messages, je vous le dis, j'ai reçu des messages en ce sens après mon passage sur BFM lundi. Ils me disent, c'est légitime en fait de s'en prendre à
à la population israélienne, puisque les colons ne sont pas des civils comme les autres, puisque ce sont des Mais colons. ça, c'est un discours terrible. Et c'est un discours qui est terrible. Et qui est favorisé, Je suis d'accord. là-dessus, Louis Morin a raison, qui est favorisé par le fait que les choses ne soient pas dites suffisamment clairement Mais moi, je vais vous à dire- la tête de la France Moi, insoumise. je Pardon, pense hein, que c'est de Pablo. la complaisance, ou plutôt un tropisme révolutionnaire romantique. C'est-à-dire qu'ils voient la révolution en Alors, abstraction pas et la seulement, violence en pas abstraction. seulement, et je vais Et donner, ils oublient, en fait, que c'est pas dur, seulement, en et je vais fait, donner la parole à Madame Simonet, mais pas seulement. On avait hier sur ce plateau Gérard Miller, on n'a pas eu le temps d'aborder ce sujet-là, mais vous étiez en coulisses, je crois, avec nous à ce moment-là, quand j'ai demandé à Gérard Miller, parce qu'il connaît bien Mélenchon, et pourquoi Mélenchon est comme ça, pourquoi, et la thèse de Miller, c'est de dire, Jean-Luc Mélenchon est comme ça parce qu'il ne veut pas qu'on lui force la main pour dire quelque chose. En fait, plus peut-être qu'une position, ce serait une question d'ego. Ne pas vouloir... Mais c'est encore pire, Ah oui, c'est mais- encore mais- pire. oui, mais Non, mais juste- pardon, c'est pardon, parce que Laurent. je suis pas en train de vous dire que c'est un bon argument. Je suis en train de vous dire que c'est même terrible. Parce que si l'intérêt général passe derrière son ego, c'est affreux. Je voudrais quand même montrer, Mme Simonet, la une de Charlie Hebdo qui est parue aujourd'hui. Regardez cette une, ce dessin dans Charlie. Le Hamas se mélenchonise avec évidemment cette bulle où on voit ce terroriste, car c'est un terroriste, dire « faites mieux, faites mieux ». C'est une référence au titre de Jean-Luc Mélenchon. C'est-à-dire qu'on en est là aujourd'hui à cause du flou organisé par Monsieur Mélenchon. Alors, je vous laisse répondre. Là, vous avez entendu beaucoup de choses. Vous avez tout encaissé, mais on vous laisse parler. Monsieur Laurent Ruquier, vous dites que c'est un flou orchestré. Moi, je vais vous dire. Non, je qu'il n'ai y a- pas dit orchestré. J'ai même dit, peut-être même, il y a une question d'égo là-dedans. Non, je pense qu'en fait, il y a une exploitation de ce sujet-là que je trouve abjecte. Moi, je vais vous dire. Pour moi, j'ai aucun problème à dire le Hamas est une organisation terroriste. Le Hamas a un projet fanatique, un projet obscurantiste, islamique. Le Hamas veut la destruction de l'État d'Israël. Et le Hamas est parti en guerre. Il commet des crimes de guerre dans des attaques terroristes terrifiantes, effroyables. Monsieur Jean-Luc Mélenchon, lui, il se pose par rapport à l'ONU. Il dit, ben voilà, l'ONU reconnaît que c'est des crimes de guerre et c'est parce que c'est des crimes de guerre qu'ils peuvent être poursuivis. Il n'y a pas de volonté Pardon, de je vous minimiser. interromps. Mais je voudrais vous dire... Non, Je vous monsieur interromps Laurent aussi quand même parce que cette, Je voulais cette laisser- exploitation médiatique Non, des non. autres partis dont Je vous laisse- parlez, dont je suis pas certain. Oui, on voit bien qu'il y a Attends, effectivement. je vais vous parler de la suite. Il y a une, moi. attendez. Ouais. Il y a une récupération politicienne. Vous avez Insupportable. sûrement raison. Non, mais justement, d'autant plus, c'est pas un oiseau né de la dernière pluie quand même, Monsieur Mélenchon. D'autant plus qu'il sait que ses propos, s'ils sont flous, ils seront récupérés de mauvaise façon par ceux qui s'opposent à lui. D'autant plus, il a raison. Enfin, c'est un argument supplémentaire pour être clair au départ. Il se doute que s'il n'est pas suffisamment clair au départ, il va y avoir cette récupération mais la politique. Alors, Monsieur Laurent Ruquier, pardon, mais là, la situation dans laquelle on est, c'est quoi? C'est que vous avez Benjamin Netanyahou qui a promis une vengeance sans précédent. Que vous avez le ministre de la Défense, Yoav Gallant, qui a dit qu'il fallait faire un siège total de Gaza pour combattre ces animaux humains. Qui est Donc, on sait contre le qu'on a- droit international. Pour On le a coup. une escalade de la violence qui va être terrible, terrible. Là, la responsabilité de tout le monde, c'est de se rappeler quelle est la position de la France. À quoi sert la France? Elle sert avec une diplomatie indépendante au service de la paix, pas alignée sur les États-Unis à donner un blanc-seing et une solidarité inconditionnelle au gouvernement d'extrême droite d'Israël. Le rôle de la France, comme le faisait le général de Gaulle, comme faisait François Mitterrand, comme l'a fait Jacques Chirac, comme le dit encore Monsieur Védrine, c'est de dire il faut le respect du droit international. Il n'y a pas d'issue dans la spirale de guerre, de meurtre et de crimes de guerre. En ce moment, que se passe-t-il à Gaza? En ce moment, vous avez des Israéliens qui meurent et vous avez des Palestiniens qui meurent. Des civils des 1055 deux morts côtés. palestiniens. Mais là-dessus, Exactement. Et pour que ça personne ne vous s'arrête... contredira ici Mais là-dessus. si, je madame. vais vous dire une chose, moi. Personne ne vous contredira Pendant qu'on là-dessus. fait la polémique sur la France insoumise, quelle est la position de la France? C'est quoi les deux communiqués? On le saura demain, le président Mais de la les deux République. communiqués du Quai d'Orsay, il n'y a pas le mot paix. Les deux communiqués, il a fallu attendre aujourd'hui pour qu'il y ait un mot Le paix. président de la République parlera La demain. position de Il a la déjà France parlé est tout à l'heure. demander le Il était respect du il droit était à Hambourg tout à international. l'heure avec. Le respect du droit international. La paix juste et durable n'est possible qu'avec la reconnaissance de deux États. Si nous sortons de ce fil-là, c'est la catastrophe, pire encore. Or, si vous êtes simplement dans une guerre contre le terrorisme,
Alors, il n'y a pas cette réflexion sur la solution politique. Non, mais sauf que les responsables, Donc, sauf que les responsables, et j'aimerais si on peut trouver le dessin de Plantu qui est paru aujourd'hui pour illustrer ça, sauf que les responsables, c'est quand même le Hamas, et que ce serait passé au départ par une condamnation plus nette du Hamas, ça aurait été mieux. Et les choses vont mieux en le disant. On voit ce dessin de Plantu magnifique, où on voit justement, vous avez raison, un enfant aussi bien israélien d'un côté qu'un enfant palestinien de l'autre, et c'est le Hamas qui tient une arme sur la tête des deux. Là-dessus, vous voyez... Sur quel terreau s'est construit le Hamas? Sur quel terreau s'est construit le Hamas? Je vous écoute. Vous n'avez pas de réponse sur Non, lequel non, je vous écoute, c'est à vous de le dire. Quelle a été la politique du gouvernement d'extrême droite d'Israël dans sa poursuite de la colonisation? Ce qui n'explique rien parce que la fin ne justifie jamais les moyens. Mais vous savez qu'il y a ce terreau-là. Et que d'ailleurs, beaucoup le disent, que ce soit dans la gauche israélienne, que ce soit dans plein de... Écoutez ce que dit Monsieur Védrine. Donc, il faut absolument prendre comme boussole le respect du droit international. Et je vous dis, lorsqu'il y a eu des questions d'actualité une nouvelle au gouvernement, fois des justifications d'actes terroristes, rien ne justifie. Mais si, vous êtes en train de le faire. Vous êtes en train de le faire. Absolument pas. Je dis que les interventions, lors des questions vous d'actualité, mettez sur le même plan l'État d'Israël et une organisation terroriste. C'est ce que vous êtes en train de faire en réalité, Daniel Simonet. Toutes les composantes de la NUPES, on dit quoi? On dit 1, condamnation. 2, libération des otages. 3, il faut un cessez-le-feu immédiat. Mais il ne peut pas y avoir de cessez-le-feu avec une organisation terroriste qui vient de prendre en otage 150 alors à 200 personnes. les crimes de guerre vont continuer. Votre solution si Israël n'a ne aucune contre-attaque issue. pas, si Israël ne Vous n'avez contre-attaque pas, aucune issue, ne donc on va riposte faire pas à des crimes, l'attaque, donc des crimes ils de vont guerre. continuer à subir. Déjà. Ils vont continuer à subir un certain nombre d'attaques terroristes. Et vous le savez. Donc c'est une rupture avec la position historique de la France. Et la position de la France, Emmanuel Macron l'a rappelé tout à l'heure, d'ailleurs au micro de BFM TV, lors d'une conférence de presse, il a répondu à Léopold Audebert qui lui a posé la question en la matière. La position de la France, elle est claire. Israël a le droit de se défendre face à des attaques terroristes. C'est ça la position de la France international. C'est quand même très important, Louis. Enfin, on peut Sauf pas... que le droit international n'interdit les crimes de guerre. Et les crimes de guerre, c'est quand on s'attaque à des civils. Non, et malgré toutes les horreurs du Hamas, je n'en veux pas plus de l'autre côté. Mais Israël ne s'attaque pas, à des civils. À défaut de nous entendre, Israël veut simplement détruire les infrastructures qui sont liées effectivement au Hamas. Oui, mais Louis Morin, 1055 victimes, des immeubles d'habitation touchés, des mosquées, des magasins et donc des milliers de victimes civiles, victimes collatérales. Mais évidemment, une campagne aérienne, vous tuez aussi des civils. Important de le rappeler aussi. Et Israël prend toutes les précautions pour autant pour éviter au maximum le nombre de victimes collatérales. Doute quand même, Louis Morin. Ils envoient des SMS à l'ensemble des populations visées avant de lancer des bombardements. Ils préviennent systématiquement. C'est une réalité. Justement, là, on est dans des positions caricaturales. Déjà, le risque aujourd'hui, c'est le risque de la punition collective pour Gaza. Les Gazaouis, les habitants de Gaza ne sont pas responsables des actes du Hamas. C'est très important de le dire ça, exactement. Parce qu'encore une fois, le Hamas ne représente pas les habitants de Gaza. Et d'ailleurs, il y a un certain nombre d'habitants de Gaza qui ont manifesté contre le Hamas ces derniers mois. Donc ça, c'est très important de le dire. Deuxièmement, l'action d'Israël, déjà, apparaît disproportionnée et s'inscrit, on sent déjà, quand on parle de siège total de Gaza, quand le ministre de la Défense israélien parle d'animaux en faisant une sorte en maintenant une ambiguïté entre est-ce qu'il parle du Hamas ou des Gazaouis, etc. Mais il y a quand on voit le discours de plus en plus radical du gouvernement d'extrême droite israélien, il est évident qu'on a le droit et même le devoir de s'inquiéter des répercussions de tout ce qui se passe actuellement sur les Gazaouis et sur Gaza. Je rappelle que Gaza est une prison à ciel ouvert et qu'il se passe des choses qui sont quand même très graves. Et je finis juste sur un point, en un mot. C'est ça tout le problème. C'est qu'au fond, on oublie la cause palestinienne à travers ce débat sur le Hamas que LFI a provoqué. Au fond, le Hamas va contre la cause palestinienne. Il fallait être plus clair dès le départ. Et que dès le départ, il fallait être clair pour ensuite, en effet, dire attention, le gouvernement... Pour que le débat puisse avoir lieu, et dire, il fallait être plus clair. Je ne vais pas citer Martine Aubry, mais quand c'est flou, il y a un loup. Mais Monsieur Le Ruquier, demandez au gouvernement d'être clair, à Macron d'être clair et à défendre la diplomatie. Je voudrais citer Jacques... la solution politique à deux États. Je voudrais citer Madame Simonet, je voudrais citer un tweet de Jacques Attali. Je n'ai pas toujours été d'accord avec ce qu'écrit ou ce que dit Monsieur Attali, mais pour le coup, je trouve assez judicieux ce qu'il a posté ces jours-ci. Par sa sauvagerie, le Hamas savait qu'il allait déclencher une réponse extrême et aveugle contre les habitants de Gaza, son bouclier humain. Le Hamas est donc responsable non seulement de ces crimes horribles en Israël, mais aussi des innocentes victimes palestiniennes, de sa barbarie. Voilà. On continuera évidemment à débattre de tout ça dans un instant, mais ce sera après une courte pause. C'est bien ça, Julie ? Eh bien, je ne sais pas. Est-ce que la pub est tout de suite ? Oui. Elle est maintenant ? Ah ben voilà.
Non, pas du tout, encore 9 minutes. Encore 9 minutes. Je pensais que c'était maintenant. Petite question à Daniel Simonet. Que répondez-vous à ceux qui disent que Jean-Luc Mélenchon cherche à ménager son électorat de confession musulmane en ne condamnant pas nettement dans les communiqués qu'on a pu voir, en ne disant pas que le Hamas est un mouvement terroriste? Non, c'est absolument pas ça. Non, je pense que Jean-Luc Mélenchon, il est dans le débat sur le droit international, sur ce que représente l'ONU, dans ce débat, voilà, moi, comment dire, que la caractérisation des crimes de guerre permette la poursuite devant la Cour de justice internationale. Il est dans ce registre-là. Je vais vous dire, le Hamas ne défend pas les intérêts des Palestiniens. Le Hamas n'a jamais défendu les intérêts des Palestiniens. C'est ce qu'on vient de dire à travers le tweet de Jacques Attali. C'est un groupe fanatique. Oui, mais enfin, le truc de Jacques Attali, accessoirement, il donne un blanc-seing d'irresponsabilité du gouvernement d'extrême droite d'Israël. Je ne suis pas d'accord avec ça. Il faut absolument, et c'est extrêmement important, que la position de la France retrouve celle qu'elle avait toujours occupée sur la scène internationale. La position de la France, c'est pour l'instant de défendre un État qui a été attaqué par un mouvement terroriste, oui, Madame Simonet. Quand Madame Borne dit soutien inconditionnel, moi, ça me pose un problème. Moi, je vais vous dire, j'ai un soutien inconditionnel à l'existence de l'État d'Israël. J'ai un soutien inconditionnel aux populations civiles. Vous entendez? Mais je n'ai pas un soutien conditionnel au gouvernement d'extrême droite d'Israël qui est en train de... C'est parce qu'elle a dit. C'est parce qu'elle a dit. Elle n'a pas dit au gouvernement d'extrême droite d'Israël soutien inconditionnel aux victimes d'un acte terroriste. Ah non, c'est pas ça ce qu'elle a dit justement. Ce n'est pas ça ce qu'elle a dit. Et aujourd'hui, il y a vraiment une urgence. D'abord pour ce qui se passe là-bas. Il faut absolument que la France quand elle parle, elle a une voix forte. Lorsqu'elle est indépendante, pas lorsqu'elle s'aligne sur la diplomatie des États-Unis. Elle peut avoir une voix forte et c'est important de l'entendre. Qu'elle soit raccord avec l'ONU, la voix forte d'un Lula, qu'elle soit raccord pour dire c'est un engrenage terrible, extrêmement inquiétant de la violence et de la guerre et des crimes de guerre doit cesser. Et il faut donc rappeler le droit international. On a l'air de se répéter, mais tout ça et ce débat-là aurait été plus facilement faisable et plus possible si, dès le départ, les choses avaient été mieux dites. Ouais. Sauf que votre polémique empêche aussi... Voilà, sauf que la polémique, elle vient des propos qui ont été faits au départ qui n'étaient pas suffisamment clairs. Et il y a cette crainte, et je vous donne la parole juste derrière Pablo, il y a cette crainte que ce conflit ne s'importe aussi en France. On va entendre le porte-parole du gouvernement là-dessus, dans un contexte qui se tend aussi chez nous. On le disait, une cinquantaine d'actes antisémites qui ont été répertoriés par Gérald Darmanin depuis samedi, 20 interpellations, 10 000 policiers et gendarmes qui sont actuellement déployés pour protéger 500 synagogues, des écoles juives, des lieux plus globalement fréquentés par la communauté juive. On écoute le porte-parole du gouvernement sur ce sujet. La France se tient plus que jamais et se tiendra toujours du côté de la démocratie et de la liberté. La France rejette et rejettera toujours sans ambiguïté, sans réserve, la barbarie du terrorisme. Elle lutte donc également contre tous ceux qui tentent de la cautionner, de la justifier, de la minimiser, y compris sur notre sol national. Nous avons besoin dans la période d'unité, de cohésion de la nation et certainement pas d'importer le conflit sur notre sol. Blanche Léridan. Oui, c'est exactement ce que je disais en introduction. Effectivement, là, on a déjà perdu 27 minutes, alors que le vrai sujet, pour moi, il est là aujourd'hui. On sait que depuis 2000 et la deuxième intifada, il y a une recrudescence massive des actes antisémites en France et qu'il faut les combattre. Et qu'en plus de ça, on le disait, que ce soit après l'hypercacher ou après Mohamed Merah. Moi, je suis toulousaine. Je me souviens, j'ai été particulièrement meurtrie par ce qui s'est passé en 2012 à Toulouse. Et on a vu ce qui peut paraître parfaitement paradoxal. On se dit, des actes pareils, ils vont susciter un soutien à la communauté juive, et c'est tout le contraire qui est arrivé. Et donc que le porte-parole du gouvernement appelle aujourd'hui à une forme d'union nationale, c'est aussi effectivement, je crois, le discours qu'il faut tenir dans une période comme celle-là. Et on imagine que c'est le discours que tiendra le président face au chef de parti demain midi. Exactement, oui, et j'espère que ce sera ça l'essentiel de ces propos. Si on sait s'ils vont tous y aller. On ne sait pas encore, parce que ça a été annoncé cet après-midi. On n'a pas pour l'instant les réponses de tous les chefs de parti. Mais on imagine quand même que ce serait très très malvenu que quelqu'un décide de ne pas y aller. Manuel Bompard a déjà déclaré qu'il irait. Oui, d'accord. Non mais moi j'entends tout à fait ce qu'a dit Olivier Véran, et c'est vrai que cette
peur en fait qu'on peut avoir d'importation en fait de ce qui se passe au Proche-Orient en France est à mon avis tout à fait légitime. Mais pour ça, c'est quoi la réponse? Bon, il y a la réponse par l'Union nationale, même si je sais pas trop exactement ce que ça veut dire. Mais il y a surtout la réponse sur apporter une solution de paix et porter en fait un discours de paix. Et comme l'a rappelé Daniel Simonet tout à l'heure, c'est vrai que c'est pas très présent dans le discours aujourd'hui des gens, des membres du gouvernement. Qu'est-ce que vous attendez, vous, Pablo, Oui, par exemple, de l'allocution du président Emmanuel Macron moi, demain à 20h? j'attends en fait c'est vrai qu'on a tous été sidérés par les images qu'on a vues de massacres absolument horribles de ce qui s'est passé en Israël. Mais en fait, il faut articuler ça à un impératif de justice. Qu'est-ce que c'est la justice en fait après des actes terroristes tels qu'on les a vus? Est-ce que c'est aller bombarder de façon indiscriminée 2,5 millions de gens à Gaza? Je ne le pense pas. C'est pas ce que Et donc fait c'est ça la réflexion en fait qu'il faut avoir. C'est qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire rendre justice à essayer? Ça veut dire peut-être aussi essayer de libérer, les otages qui ont été pris. Alors ça, c'est une autre question. Il faut quand même rappeler aussi qu'il y a des otages. Vous avez raison, et c'est pour ça que j'espère qu'il y a des forces spéciales. J'espère aussi qu'il y a des négociations, parce que moi, je suis désolé, mais pour moi, la vie est sacrée, et j'espère que même si... Selon CNN, il y aurait un début de négociation. Selon CNN. Exactement. On aura peut-être plus d'informations plus tard. Donc j'espère qu'il va y avoir un début de négociation, même si effectivement le Hamas est une organisation terroriste terrible, mais en vrai, on sait très bien que tous les pays, à chaque fois qu'il y a des otages, on négocie sous le manteau sans vraiment le dire, etc. Et ensuite, apporter une solution politique en fait à ce qui se passe, parce que comme l'a rappelé Daniel Simonet tout à l'heure, le terreau en fait sur lequel le Hamas a réussi à faire Flores, il est pas prêt de s'en aller demain. Et peut-être qu'il va faire des enfants un peu partout dans le monde arabe, parce que moi j'ai tapé Free Palestine sur Twitter, et je peux vous dire que dans tous les pays arabes, vous avez des gens qui se sont revendiqués, qui se sont mis en défense en fait des le Hamas actions a du demandé Hamas. d'ailleurs que tous les pays arabes s'unissent pour... Et c'est un problème, ces sociétés civiles. Il faut pas confondre les sociétés civiles Quand et les même. gouvernements. Qui, Une eux, dernière plus ou moins question. condamnés. Une dernière question à Madame Simonet. Je comprends que votre position ne soit pas facile au milieu de cette polémique entre la France insoumise et les autres partis, et même ceux de la NUPES. D'ailleurs, on évoquera aussi ce sujet dans un instant. Mais quand même, clairement, entre les propos de M. Mélenchon et ceux de M. Ruffin, qui lui a été beaucoup plus clair quand il a dit « Je condamne sans réserve les actes du Hamas. C'est une organisation fanatique terroriste qui a toujours été l'adversaire des progressistes au Proche-Orient, hostile à tout compromis de paix », lui, il utilise le mot paix, M. Ruffin, et qui veut la fin de l'État d'Israël. Ça, c'est clair, c'est précis, c'est net. Pourquoi Monsieur Mélenchon ne va pas sur ce même terrain et au fond, est-ce que quand même vous n'appréciez pas ce que fait François Ruffin par rapport à Mélenchon? Alors, je me retrouve plus dans la déclaration de Monsieur François Ruffin, de Madame Clémentine Autain. Bon. Mais donc c'est un peu le contraire de tout ce que vous venez de nous dire. Mais non, depuis le début, je vous dis que pour moi, le Hamas, c'est une organisation au projet terroriste. Vous, je l'entends, vous. Voilà. Mais vous continuez à défendre Jean-Luc Mélenchon sur le fait que lui ne le dise pas. Alors moi, je le défendrai toujours sur le fait que la motivation à sa caractérisation crime de guerre n'est pas liée au fait de minimiser les horreurs du Hamas. Et je trouve ça monstrueux de lui prêter cette volonté-là. Mais que, par contre, là, l'urgence, et je peux vous dire que les 4 groupes de la NUPES à l'Assemblée nationale aux questions d'actualité, ces 4 groupes-là, au moins tenaient ce discours-là. Et l'urgence, c'est d'exiger que la France tienne aussi ce discours-là, qui est de dire cessez le feu. Solution politique pour une paix pour une paix juste et durable avec la reconnaissance des 2 États.